Bonjour tout le monde. Alors on va maintenant commencer la partie la plus frustrante de toute la journée. Parce qu'alors que pour les ateliers qui suivent, on a essayé de cibler les sujets pour ne pas parler de tout, ben maintenant on n'évitera pas, on parlera de tout. Et parler de tout en 1h30 avec 5 personnes qui ont des tas de choses à dire, c'est extrêmement difficile. Donc on va tracer le cadre dans lequel, pendant quelques années, on va devoir vivre dans le pays, mais aussi à Bruxelles. Deux parties. On va commencer par demander un tableau général à Jean Faniel, qui est directeur général du CRISP, et après on demandera à 4 acteurs et actrices majeurs de la société civile bruxelloise de nous dire comment ils sentent l'affaire. Et comme ça part dans tous les sens, je pense qu'ils vont devoir se résumer. Je préciserai un petit peu le cadre de leur intervention. On commence par Jean Faniel. Alors, c'est le cadre général, c'est pas que Bruxelles. Bruxelles est une partie de ça, et comment ça s'articule ensemble. Jean Faniel, vous avez la parole. Sans micro, je vois. Sans micro, on essaye. Ah, ok. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Voilà donc, vous vous en souvenez, le 25 mai 2014, nous avons connu en Belgique un scrutin multiple, un scrutin qu'on pourrait même qualifier de général, puisque toutes les assemblées législatives du pays étaient renouvelées. Alors c'est évidemment difficile à analyser dans le détail, surtout vu le temps qui m'est imparti, d'autant plus que ce scrutin faisait suite non pas à un mais à 2 scrutins, et donc selon le niveau de pouvoir que l'on veut comparer, ça peut aller mieux comme ceci, je crois. Est-ce que comme ceci vous m'entendez aussi? Ouais. Selon le scrutin auquel on veut donc comparer les scrutins de 2014, on est face à 2009 ou à 2010 comme année de référence, et avec des scrutins en 2009 et 2010 qui étaient très différents. Donc ce n'est pas une chose simple. Alors globalement, pour être vraiment très très général, je pense que un des enseignements que l'on peut tirer de ce scrutin, même si clairement le résultat est moins net, moins tranché que lors des résultats de 2009 ou des résultats de 2010, c'est que globalement, la distance entre la Flandre et la Wallonie, d'un point de vue électoral, c'est plutôt un petit peu réduite, pas beaucoup, mais un petit peu réduite, plutôt que accrue. Contrairement peut-être à ce que certains estiment et avance comme idée qu'il y aurait 2 démocraties qui se distancient de plus en plus dans ce pays. Ce scrutin-ci n'a pas tout à fait montré cela. Qu'elles se distancient. Par contre, qu'elles sont relativement différentes, ça c'est incontestable. En Flandre, clairement la victoire de la NVA est incontestable. La droite classique est ressortie renforcée de ce scrutin, alors que l'extrême droite a été battue. Donc on peut dire que c'est une Flandre qui est plus à droite mais moins à l'extrême droite, et en même temps, les partis de gauche, tous les partis confondus, ont repris un petit peu de poil de la bête, tout en restant évidemment très faibles, autour d'un quart de l'électorat en Flandre. En Wallonie, le tableau reste effectivement très contrasté par rapport à cela. Le PS demeure le premier parti, mais c'est la droite qui sort renforcée. La gauche, globalement, est en recul, mais en même temps, la gauche radicale fait son entrée dans les parlements, fait son retour, si on veut, après la disparition du milieu des années 80. Donc en quelque sorte, on a une tendance plus à droite, mais aussi un peu plus à gauche radicale en Wallonie, un peu plus à gauche en Flandre. Bref, tout ça n'est pas simple, tout ça est relativement nuancé, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il en est de Bruxelles là-dedans, dans ce cadre général et pas nécessairement ultra lisible? Le Parti socialiste est parvenu à arriver en tête tant à la Chambre qu'au scrutin régional, devant le MR.
Le MR, évidemment, qui, dans la comparaison, pâtit de la séparation d'avec les FDF. Séparation qui, elle aussi, complique un petit peu la comparaison, puisque si on cumule les scores d'FDF et du MR, par exemple au niveau régional, ils sont globalement 7% au-dessus du score du MR, qui incluait les FDF, en 2009. Bref, pour les MR, c'est une défaite. Ils ne sont pas le premier parti à Bruxelles, mais pour ces anciens partenaires, c'est plutôt une progression. FDF qui d'ailleurs parviennent à accrocher la troisième place devant le CDH et Écolo qui sont tous deux en recul. Écolo nettement plus, ce qui permet au CDH donc de rester quatrième et Écolo de passer de la troisième à la cinquième place pour le scrutin régional. Par contre, la liste écologiste fait mieux au niveau de la Chambre à Bruxelles que la liste régionale d'une part et que la liste du CDH d'autre part. Du côté néerlandophone, l'Open VLD conforte sa place de premier parti assez nettement. Les socialistes du SPA sont relativement stables, Groen progresse assez sensiblement, la NVA progresse encore plus, le CDNV recule, le Vlaams Belang s'effondre, là le score est tout à fait sans appel. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à un scrutin plus bruxellois cette fois-ci? Je pense que c'est à relativiser. Pro-Bruxelles, par exemple, a connu un échec sur le plan électoral. Je disais tout à l'heure que la gauche radicale fait son retour dans les assemblées, c'est vrai aussi à Bruxelles, avec 4 élus PTB-Go, vous le savez, qui ont été acquis grâce à la technique du groupement de liste. Groupement de liste auquel participait Pro-Bruxelles et 3 autres formations. Mais clairement, le score de Pro-Bruxelles est insuffisant, je pense largement en deçà des espérances des acteurs de ce parti, si bien que les 3 autres formations connaissant la même situation, c'est le PTB-Go qui rafle la mise au sein de ce groupement de liste. Et donc pour revenir à Pro-Bruxelles, clairement on est face à un échec, on ne peut pas dire que le fait régional bruxellois qu'il tente d'incarner est percé à cet égard. Du côté néerlandophone, sur les 3 membres du gouvernement sortant, Guy van Engel, Brigitte Rauwels et Bruno de Lille, un est relativement conforté, Guy van Engel, 2 sont par contre battus au sein même de leur formation. Si vous comparez leur score en voie de préférence, ils étaient tous 2 têtes de liste à la région, avec le score que la tête de liste de leur parti fait pour l'élection du Parlement, du Parlement flamand, qui se tenait au même moment. Et donc, si vous regardez, Elke van den Brand, qui emmenait la liste flamande de Groen, donc pour l'élection du Parlement flamand à Bruxelles, fait un meilleur score en voie de préférence que Bruno de Lille, alors que Bruno de Lille avait quand même une plus grande visibilité au niveau de la capitale, me semble-t-il. Et de même, au CDNV, Bianca de Batz a battu Brigitte Rauwels, là aussi, la première étant sur la liste pour le Parlement flamand, la seconde pour le Parlement bruxellois. Donc, avec ces indicateurs-là, on pourrait se dire, finalement, on n'est pas face à un scrutin plus bruxellois, entre guillemets. Par contre, si on observe la formation du gouvernement régional, je pense que les choses ont un petit peu changé. D'une part, évidemment, le processus de formation s'est à nouveau fait de manière cloisonnée, francophones et néerlandophones discutant chacun de leur côté dans un premier temps. Et il me semble que cette phase-là a moins duré qu'en 2009, en tout cas ça c'est mon sentiment personnel. Et surtout, ce à quoi on a assisté, si vous vous souvenez, c'est que quand, du côté francophone, PS et CDH ont annoncé qu'ils voulaient gouverner avec l'FDF, on a eu d'abord un communiqué de l'Open VLD bruxellois disant que pour sa part, ce serait avec le CDNV et le SPA qu'il irait au pouvoir. Et puis, dans la foulée, quelques heures à peine après, on a eu un autre communiqué, co-signé celui-là des présidents de partis Wouter Beek et Gwendoline Rutten du CDNV et de l'Open VLD, et par Guy van Engel, qui donc était un peu mal pris puisqu'il co-signait les 2 communiqués, disant que gouverner avec le FDF à Bruxelles, c'était un peu compliqué à leurs yeux.
Et puis finalement, les choses sont en quelque sorte rentrées dans l'ordre, elles se sont aplanies. Donc on a senti une volonté des états-majors de partis flamands d'interférer avec la formation d'intervenir dans la formation du gouvernement régional. Et puis finalement, les sections bruxelloises des partis néerlandophones ont finalement fait ce qu'elles souhaitaient au bout du compte, et il n'a pas fallu très très longtemps pour que la formation du gouvernement puisse se poursuivre avec les FDF. Donc, si on regarde la composition des gouvernements de régions et de communautés, on voit qu'il n'y a plus de membres du gouvernement bruxellois qui est en même temps membre d'un autre gouvernement, alors que Evelyn Uytebroeck, sous la précédente législature, était également membre du gouvernement de la communauté française. Donc on peut dire qu'il y a une plus grande autonomie du gouvernement bruxellois. Cela dit, et à nouveau, on voit que les choses sont à relativiser, à nuancer. On voit que la double tutelle du gouvernement flamand d'une part, du gouvernement de la communauté française d'autre part, reste bien palpable, voire se renforce. On a, comme c'est le cas depuis maintenant pas mal de législatures, un ministre flamand de Bruxelles, ministre Van Brussel, c'est son intitulé officiel, même si en français la traduction est ministre des Affaires bruxelloises, mais le Nederlands c'est quand même ministre Van Brussel, ce qui me paraît toujours un petit peu cocasse quand on parle du gouvernement flamand. Et par ailleurs, là c'est une nouveauté, au sein du gouvernement de la communauté française, Rachid Madran est notamment chargé de la tutelle sur la commission communautaire française. Cela fait partie de son titre, de sa carte de visite, ce qui veut donc clairement dire qu'il n'y a plus de double casquette, mais enfin qu'on garde quand même un contrôle qui est prévu institutionnellement, mais là on l'affirme de la part du gouvernement de la communauté française Wallonie-Bruxelles, donc sur le gouvernement régional bruxellois, en tout cas son aile francophone, la COCOF. Plus largement, dans quoi est-ce que tout cela s'inscrit? Quelles sont les relations au sein de l'État fédéral? On a bien vu qu'à la suite de ce scrutin multiple, on a assisté durant la formation des gouvernements à une espèce d'entrelacement des niveaux de pouvoir. Si on met évidemment de côté les germanophones qui ont formé leur gouvernement tout seuls, comme d'habitude, dans leur coin et le plus vite. D'abord, on a attendu pour former les gouvernements des autres communautés et les deux gouvernements régionaux, on a attendu de voir un peu comment les choses allaient évoluer au niveau fédéral. Et puis, on est arrivé, aux alentours du 5 juin, à un moment de clarification. Alors les uns disent, à partir du moment où on a vu ce qui se mettait, on a senti ce qui se mettait en route du côté fédéral, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et de proclamer, ça c'est la thèse qui globalement est véhiculée par des responsables du Parti socialiste, on a décidé de clairement avancer dans la formation des gouvernements, à la région de Bruxelles-Capitale, à la communauté française, à la région wallonne, avec le CDH, et donc en tenant ostensiblement à l'écart le MR. De l'autre côté, évidemment, on dit c'est parce qu'ils ont annoncé la couleur que, du côté flamand, alors on a clarifié les choses dans les heures qui ont suivi avec l'entame de négociations NVA-CDNV, et puis qu'au niveau fédéral, les choses ont pu avancer avec NVA, CDNV, MR et CDH, si vous vous souvenez, dans un premier temps. Et puis, un autre type d'interaction s'est également produit dans cette phase d'un mois et demi. Voyant qu'il était clairement bloqué au niveau de la région wallonne et de la communauté française, parce que là ça semblait inflexible, le MR a essayé d'avancer peut-être encore plus nettement du côté de la formation du gouvernement fédéral. Du côté flamand, là aussi on avait un blocage, mais blocage qui, à la différence du côté francophone, a fini par céder, puisque l'Open-VLD est parvenu à forcer les portes du gouvernement flamand. D'une manière tout à fait surprenante, puisqu'on a appris en même temps qu'il y avait négociations, que les négociations avaient abouti, qu'il y avait répartition des portefeuilles, alors qu'en général, en Belgique, vous savez que ça prend un certain temps de passer par ces différentes étapes. Et puis, cela a permis d'ouvrir la porte
à la suédoise, puisque sur ces entrefaites, je me permets de brosser un tableau assez général, et j'espère que vous suivez toujours, mais ce n'est pas encore très très loin, ça doit encore être un peu frais dans votre mémoire pour que vous puissiez suivre. Sur ces entrefaites, le CDH avait décliné l'offre de participer au gouvernement fédéral. Et donc on voit vraiment que les choses ont été imbriquées, entrelacées dans le processus de formation des gouvernements. Donc une des questions qui était posée avant le scrutin, est-ce qu'on va former d'abord le gouvernement fédéral ou d'abord ceux de communautés et de régions? Question à laquelle chacun y allait de sa réponse. Finalement, on peut dire qu'au terme de l'exercice, ce sont les deux qui se sont passés, puisqu'on a eu vraiment une imbrication et un entrelacement des processus. Alors, cette Suédoise qui est en train de se former, suédoise, c'est le terme qui semble s'imposer pour l'instant, mais vous savez qu'il y en a eu d'autres, si elle arrive à son terme, elle modifierait les relations au sein de l'État fédéral, de manière quand même assez nette. D'abord parce que la formule est nettement minoritaire d'un côté linguistique, en l'occurrence du côté francophone, et aussi parce qu'en plus d'être minoritaire d'un côté, elle est déséquilibrée linguistiquement. Le MR possède 20 sièges à la Chambre, ses 3 partenaires en ont 65 au total. Et puis deuxièmement, il n'y a pas du tout de zone de contact entre cette Suédoise et 2 gouvernements, le gouvernement de la région wallonne et le gouvernement de la communauté française, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qui est membre du gouvernement fédéral et en même temps d'un de ces 2 gouvernements. Quel impact est-ce que ça pourrait avoir? Ça va évidemment fortement compliquer la situation, surtout dans le cadre actuel, puisque une certaine coopération, une certaine collaboration semble requise pour se concerter sur les économies à réaliser, puisqu'on est dans un cadre budgétaire qui est dicté par le niveau européen, mais qui est clairement assumé par les partis au pouvoir aux différents niveaux en Belgique. Des accords de coopération doivent permettre de mettre en place toute une série d'aspects de la 6e réforme institutionnelle. Et puis ça va aussi engendrer des complications dans la mesure où on peut se dire que les uns et les autres vont être tentés de se bloquer réciproquement. Le fédéral par rapport aux entités fédérées dans lesquelles ses membres ne sont pas, et inversement. Et là, on ne se situe évidemment que d'un point de vue, entre guillemets, communautaire, institutionnel. Il est clair qu'un des traits saillants de la prochaine législature, si la suédoise se met bien en place, c'est qu'au-delà des questions communautaires, le clivage gauche-droite va évidemment être très marqué durant la législature. À nouveau, revenons vers la situation bruxelloise après avoir brossé le cadre global. La situation de Bruxelles est relativement complexe. Oui, il y a des zones de contact entre le gouvernement bruxellois et le gouvernement fédéral de type suédois, puisque l'OpenVLD et le CDNV sont membres des deux. Évidemment, aussitôt qu'on a dit cela, on doit se demander quel est le poids du CDNV bruxellois et de l'OpenVLD bruxellois au sein respectivement du CDNV national et de l'OpenVLD national. La situation financière de Bruxelles est a priori un peu plus positive ou un peu moins négative que celle des autres gouvernements en raison du refinancement acquis dans le cadre de la 6e réforme. Enfin, ça reste quand même un cadre qui est budgétairement difficile, clairement, et en plus, Bruxelles ne jouit certainement pas de la meilleure situation socio-économique, que ce soit en termes de chômage, en termes de formation, en termes de mobilité, en termes de logement, etc. Et ce sont autant de thèmes que l'on retrouve évidemment dans l'accord de gouvernement bruxellois et dans la déclaration de politique régionale. On n'est pas non plus à l'abri, à Bruxelles, de conflits institutionnels, mais à nouveau institutionnels avec d'autres implications, des implications en termes de santé publique, des implications en termes de sécurité, des implications en termes économiques. Et bien entendu, vous voyez à quel sujet je fais ici référence, qui sera discuté dans un des ateliers tout à l'heure, c'est le survol de Bruxelles, qui, bien entendu, est déjà en train de s'inviter à la table des négociations.
Et puis, autre place qui va être à déterminer, et on va sans doute aussi l'aborder dans ce premier panel, c'est la place des interlocuteurs sociaux, parce que notamment la 6e réforme institutionnelle va devoir conduire à opérer des choix quant à la place que les interlocuteurs sociaux vont recevoir au niveau bruxellois par rapport à la place qu'ils tenaient jusqu'ici au niveau fédéral dans les matières qui sont transférées, en tout cas dans certaines d'entre elles. Et plus largement, du secteur associatif. Secteur associatif sur lequel pèsent déjà certaines menaces du côté flamand. On en a déjà eu un aperçu au cours des dernières semaines, au moment des premières escarmouches sur la perspective budgétaire du gouvernement bruxellois. Et tout cela, à nouveau, dans le cadre de la mise en œuvre de la 6e réforme institutionnelle, qui n'est pas une mince affaire. Donc vous l'avez compris, dire que cette législature va être une législature de tout repos serait peut-être un petit peu excessif ou inadéquat. Merci. Alors, ce que je retiens de l'intervention de Jean Faniel, c'est deux choses. La première, c'est qu'à Bruxelles, contrairement à ce qui s'annonce au fédéral, on est quand même plutôt dans une certaine continuité. Le gouvernement reste sous direction socialiste et on nous indique que les impulsions de ce qui s'est passé avant vont continuer, mais ça va se passer dans une situation à la fois financièrement et économiquement dégradée. Alors, ça demande évidemment un surcroît d'intention et d'intervention de la part de la société civile, qui est un peu à Ola Magna notre espoir, puisqu'on pense que dans beaucoup de domaines, la société civile est en avance par rapport à la société politique sur la manière de concevoir cette ville-région. Et donc on va demander à 4 acteurs, actrices de cette société civile d'intervenir. Alors on a souvent l'habitude de dire que l'économie doit commencer, la culture doit finir, mais ici on va juste faire le contraire. Donc je donne d'abord la parole à Alain de Spiegeler, qui est directrice du BKO RAB, Bruxelles Kunstoverleg, réseau des arts à Bruxelles. Ce que j'ai demandé à tout le monde, en fait, c'est de relever dans la situation actuelle et future 3 points d'attention, 3 points d'inquiétude, et de les brosser rapidement, parce qu'ils ont chacun que 12 minutes, ce qui est une performance. Hélène. Oui, bonjour. Je suis Hélène Spiegeler, coordinatrice du Bruxelles Kunstoverleg et Réseau des Arts à Bruxelles. Et ce sont 2 réseaux brièvement du secteur culturel bruxellois, et nous regroupant 146 institutions culturelles à Bruxelles, vraiment allant du Beaux-Arts, de la Monnaie, KVS national à toute petite structure, compagnie de danse, etc. Donc nous représentons bien des structures liées à une compétence communautaire, la culture, qui restera pour l'instant certainement communautaire. Mais quand même, het laatste jaar voor de verkiezingen hebben we eigenlijk zijn de banden tussen BKO-RAB en de gewestelijke regering in een soort stroomversnelling gekomen. En die stroom is voelbaar in het regeerakkoord voor ons. Donc, dans mes 3 points, je vais être assez positif ou positivement naïf, c'est à vous de choisir. Fin octobre 2013, les réseaux ont organisé une rencontre avec nos directeurs, avec nos directions et à ce moment-là, tout nouveau ministre-président Rudy Vervoort. Et on a mené vraiment une discussion très ouverte avec 80 de nos directions en présence du ministre et de son chef de cabinet. Et cette rencontre, pour nous, a marqué le début d'une série de plusieurs réunions en comité plus restreint, lors desquelles nous avons approfondi la réflexion sur le rôle que la culture peut jouer au niveau de la région, ou au sein de la région. Et nous avons ainsi tenté d'identifier des leviers possibles d'implication du secteur culturel dans les structures régionales, institutionnelles régionales. Gekoppeld daaraan wil ik 3 puntjes uit het regeerakkoord aanhalen die wij belangrijk vinden. Dat is enerzijds toerisme. Toerisme die in de 6e staatshervorming dus een gewestelijke aangelegenheid is geworden, dus een nieuwe bevoegdheid van het gewest. In het kader daarvan wordt een nieuwe vennootschap opgericht, die eigenlijk een fusie zal zijn van 6 bestaande organisaties, waaronder Visit Brussels, Bureau van Grote Evenementen, het Verbindingsbureau Brussel-Europa, Bruxelles Image, etc. Et depuis des années, le secteur culturel est vraiment demandeur d'avoir plus de liens ou de collaboration entre le secteur culturel et le secteur du tourisme, parce que ça nous paraît assez logique que la culture a un rôle à jouer au niveau du tourisme. Le dialogue est là, mais sans plus.
il a toujours été ad hoc, sans aucune obligation, très ouverte et ne menait pas à grand-chose. Il n'y a toujours pas de projet commun, il n'y a toujours pas d'implication du secteur culturel au niveau touristique. Mais l'accord gouvernemental nous donne un peu d'espoir, parce que dans le cadre justement de la création de cette nouvelle société, daarin staat letterlijk vermeld dat de culturele actoren structureel zullen worden opgenomen in die vennootschap, of toch in relatie zullen staan. Dus cela nous fait plaisir. Dat doet ons alvast veel plezier. Het tweede puntje dat ik wil aanhouden is de aandacht voor cultuur. Cultuur is en blijft natuurlijk een gemeenschapsbevoegdheid en op zich heeft het gewest daar in eerste instantie niets of toch weinig over te zeggen. Maar voor de eerste keer voelen we in het regeerakkoord een oprechte aandacht voor cultuur, als ik het zo mag zeggen. Of voor de rol die cultuur kan spelen bij de ontwikkeling van het gewest. Zowel op niveau van cultuur die een rol kan spelen bij de uitstraling van dit gewest, nationaal, internationaal enzovoort, maar ook cultuur als hefboom voor sociale cohesie, voor stadsontwikkeling, cultuur eigenlijk voor alle Brusselaars. D'un côté, la région veut entamer une vision territoriale de la culture, donc entre autres en faisant un cadastre de bâtiments inoccupés qui pourraient être utilisés par le secteur associatif, ce que ça veut dire, bon, on verra. Et dans notre plan culturel qui date déjà de 2009, nous aussi on a proposé que la région joue un certain rôle de coordination territoriale ou infrastructurelle, et ça se voit un peu, ça est un peu dans ce tekst. En daarboven staat er ook vermeld dat ze gebruik willen maken van de zesde staatshervorming, waarin ook staat dat het gewest biculturele projecten zou kunnen ondersteunen. La première fois que la région pourrait soutenir financièrement des projets culturels, biculturels dans ce cas-ci. Een derde iets is, binnen die twee punten vinden wij dat daar ook heel veel aandacht is voor samenwerking. Nu, als kleinste gewest moeten ze natuurlijk samenwerken. Of moeten ze zich actief of open opstellen naar de twee andere gewesten. Mais par exemple, pour ce qui est le tourisme, il y a quand même l'envie de collaborer avec Wallonie-Bruxelles Tourisme et Tourisme Vlaanderen dans le cadre de la promotion de Bruxelles, qui personnellement me paraît assez logique parce qu'on parle d'une ville, mais dans la réalité, ce n'est absolument pas logique. Donc espérons que ça aura lieu. Et au niveau de la culture, la région veut évidemment partir des plans culturels des deux communautés pour baser, pour être ça, donc les plans culturels des deux communautés devraient être la base de leur vision territoriale. En nu we het toch over samenwerking hebben, wil ik eventjes het een beetje opentrekken naar de andere regeringen die zich gevormd hebben. Parce que pour nous, ça semble être la législature parfaite pour peut-être arriver à une plateforme politique en ce qui concerne la culture à Bruxelles. Want in alle regeerakkoorden, dus zowel Vlaamse Gemeenschap, Fédération Wallonie-Bruxelles, la VGC en la COCOF, vermelden ze ergens in hun visie of in hun hoofdstukken over de cultuur, vermelden ze het voorstel of hebben de indruk dat ze bereid zijn om te komen tot een soort politiek platform, dus waar alle cultuurministers samen zitten om het te hebben over cultuur in Brussel. Donc le lancement d'une plateforme politique où tous ou le plus possible des responsables politiques liés à la culture et pourquoi pas d'autres compétences telles l'enseignement se rassemblent pour attaquer ou donc pour parler des défis bruxellois. Et on a l'impression que c'est un peu maintenant ou jamais que ça pourrait se faire. Enerzijds is er het cultureel samenwerkingsakkoord van de Vlaamse gemeenschap en de Franse gemeenschap, die normaal gezien deze legislatuur uitgevoerd zou moeten worden. Le COCOF, dans le cadre de son plan culturel de Bruxelles, parle d'une task force. La VGC parle aussi d'une plateforme pareille dans leur accord. Et donc, on espère vraiment qu'on arrive à cette plateforme politique, cette législature. Nous, en tout cas, on sait quoi faire. Merci. Donc maintenant, les 3 points de Anne Schleemaker, qui est directrice du BRAL, le professorat de Rotleef Milieu. Goedemorgen allemaal, bonjour à tous.
Pour ceux qui ne connaissent pas le BRAL, on est une association de comités d'habitants et de Bruxellois avec lesquels on lutte pour un développement plus durable de Bruxelles, donc dans tous ses volets, mais avec une attention particulière pour l'urbanisme, la mobilité et l'environnement sur toute la région Bruxelles. Ik heb 3 thema's, het zal een beetje langer zijn denk ik als Leen, die heel bondig geweest is. 3 thema's uit het regeerakkoord die ik zou willen naar voren brengen. Het eerste thema gaat over ruimtelijke ordening en hoe het gewest dit voluntaristischer wil aanpakken. Het tweede gaat over huisvesting en het laatste over mobiliteit. Donc pour commencer, je voulais aborder la problématique de l'aménagement du territoire et plutôt la gestion des grandes zones stratégiques dont la région parle depuis assez longtemps maintenant. Par exemple, la zone Tourret-Taxi, on en parle du développement Tourret-Taxi depuis bientôt 20 ans, je pense. Il y a toujours un terrain vierge qui est là, donc c'est assez logique que la région veut donner plus de moyens et cherche comment s'y prendre. Donc, la région est dans l'accord gouvernemental, on retrouve le même principe qui est déjà annoncé dans le PRDD, in het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling. Spreekt de gewestregering, de vorige gewestregering, al van de oprichting van een territoriaal platform. Donc une plateforme transversale qui vise à faire collaborer un peu plus les différentes administrations, les différents acteurs qui sont des parties prenantes dans le développement des grands sites stratégiques. Donc on est assez content de voir ça, de voir que la région tente à mettre en place une culture de projet, een echte projectcultuur met een projectteam, waar de verschillende betrokken partijen moeten samen nadenken over de planning en over de uitvoering van een site, om zo te komen tot één lijn van planning tot realisatie van wat er moet gebeuren op die sites. Waarom zijn we daarvoor blij? Si on pense par exemple au développement de Tourret-Taxi, ça a pris, je pense, presque 5 ans avant de savoir où il y aurait un tram sur le site. Tandis que normalement, quand on pense à un développement de terrain vierge, on commence par réfléchir à la mobilité. Donc on espère qu'en regroupant les différentes administrations, les différents services, qu'on arrivera quand même à penser d'une façon plus transversale le développement de ces zones urbaines. Maintenant, il faut encore savoir comment ils vont s'y prendre et comment convaincre les administrations, parce que si on impose ça du haut, je ne sais pas si ça va très bien fonctionner. Donc on verra comment la région va s'y prendre. On espère que ce sera avec un dialogue, autant avec les administrations, avec CityDev, tous les acteurs parties prenantes, aussi avec la société civile, pour pouvoir y arriver. Mais dans tout cela, ce qu'on manque vraiment, ce qui n'est pas dit dans l'accord gouvernemental, c'est une attention pour la participation des habitants. Donc, même si la région arrive à une gestion efficace de ces sites et arrive à se donner tous les moyens pour y arriver, ce n'est pas une excuse pour ne plus faire de la participation des habitants, bien évidemment. Dus wij vooral vraagt al jarenlang dat er van bij het begin van zo van die planningsprocessen bewoners en verenigingen betrokken worden, zodat we komen tot een echt gedragen stadsproject, zodat de probleemdefinitie van zo'n zones echt goed gebeurt, gebaseerd op echt de terreinbeleving van de mensen, om op die manier tot goede projecten te komen. Puis encore un petit bémol, un assez grand quand même, par rapport à ces zones. Donc la région a, donc dans l'accord gouvernemental, on parle de la zone du canal et de 10 zones stratégiques qui sont absolument prioritaires à développer pour pouvoir répondre à tous les défis auxquels la région est confrontée. Ok, logique, les défis sont énormes. Il y a un défi au niveau logement, école, crèche, équipement public, espace vert, tous les défis qu'on connaît tous très bien. Et elle espère que ces différentes zones vont pouvoir répondre à ces défis. Mais vouloir développer en même temps toute la zone du canal et 10 zones stratégiques qui sont des terrains vierges, je pense que c'est assez infaisable, d'autant plus qu'en même temps, on vise à restructurer tous les organes qui vont devoir s'occuper de ces développements. Donc, on suit la même logique que dans le PRDD. Dans le PRDD aussi, on ne fait pas de choix. De regering slaagt er niet om echt prioriteiten te stellen van deze zone moet eerst ontwikkeld worden en dan de volgende.
En als je alles op die manier terzelfde tijd openstelt voor ontwikkeling, dan verlies je gewoon de controle over de ontwikkeling van die zones. En het is juist dat het gewest zichzelf wil toekennen. Dus voor meer controle te krijgen, moet je ook keuzes kunnen maken over welke zone je eerst wilt ontwikkelen en waar de alle aandacht eerst naartoe moet gaan. En dan pas te beginnen met een volgende zone. Encore un point par rapport à cela. Dans cette plateforme territoriale, la région se donne aussi, veut aussi se donner les moyens d'avoir une plus grande gestion foncière. Donc de pouvoir acheter elle-même plus de terrain à Bruxelles, ce qui est effectivement d'une importance assez grande si on veut avoir un impact sur le développement de la région. Si on veut éviter des discussions éternelles avec des promoteurs privés, comme de nouveau sur Tour et Taxi, où aujourd'hui encore toujours on discute sur est-ce que le parc sur Tour et Taxi deviendra public ou pas. C'est encore toujours en discussion et c'est assez hallucinant que sur des sites d'une telle envergure, on doit discuter de ce genre de choses, de gestion. Donc on espère que si la région se donne plus de moyens, vous l'avez compris, que ça se passera mieux. Alors, le logement. Voor de verkiezingen zijn er een aantal verenigingen, waaronder ACV, BRAL samen met de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, Interenvironnement Bruxelles, de MOC en nog een aantal andere, zich gegroepeerd in het platform Logement om aandacht te vragen voor een degelijke en gezonde huisvesting voor de mensen die niet die middelen hebben in Brussel om zich zo'n huisvesting te betalen. Dat platform had 3 heel duidelijke eisen naar voren geschoven. Een tijdelijke bevriezing van de huurprijzen, donc un moratoire temporaire sur les prix de loyer, un encadrement des loyers sur le marché privé en een toekenning van een huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen. En als derde, meer publieke woningen avec une priorité pour les logements sociaux. Je suis désolée de devoir le dire, mais je ne retrouve pas ces points dans l'accord au gouvernement. L'accord du gouvernement, j'ai l'impression que ce gouvernement-ci met encore plus l'action sur l'importance de créer du logement pour les classes moyennes. Évidemment, c'est important qu'on garde une classe moyenne à Bruxelles, et c'est effectivement le cas qu'il y a encore toujours un exode de classe moyenne et on doit pouvoir éviter ça, mais je suis convaincue que cela passe aussi par une politique qui vise la pauvreté. La pauvreté à Bruxelles est tellement importante et ça se voit partout dans les rues. Et si on veut améliorer la qualité de vie dans la région, il faut pouvoir se prendre à cette problématique-là. We moeten erin slagen om echt de armoedeproblemen van het gewest op te lossen. En het gewest voorziet wel heel wat maatregelen voor vorming en tewerkstelling, waar mijn collega's ongetwijfeld over zullen spreken. Maar sociale stijging gaat ook langs een degelijke huisvesting. Zonder een degelijke huisvesting hebben de mensen niet de kans om die sociale ladder op te klimmen. Dat is zo'n basisrecht dat enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van de mensen. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accord gouvernemental? L'accord gouvernemental vise la construction de 3900 logements sociaux. Ok, on peut discuter de ces chiffres, mais c'est clair que c'est une ambition assez importante quand même. Qui n'est pas en comparaison avec les défis aujourd'hui, d'accord, mais le plus important est de regarder combien de logements est-on arrivé à construire, combien de logements sociaux est-on arrivé à construire les dernières années. Les 10 dernières années, il y a une moyenne de 100 logements sociaux par an qui ont été construits. Comment est-ce qu'on va arriver à ces 3900 logements sociaux? Dans l'accord gouvernemental, je ne retrouve pas de réponse. Peut-être que le gouvernement y pense, mais ils ne sont pas dans l'accord du gouvernement. Où et comment est-ce qu'on va construire ces logements sociaux? Par exemple, il y a les 10 zones prioritaires qui vont être développées, dont j'ai parlé là tantôt. C'est clair qu'il y aura des logements sociaux dans ces zones, je l'espère en tout cas, surtout s'ils sont en propriété publique, mais on ne connaît pas les proportions, combien de logements sociaux, combien de logements conventionnels, combien de logements de luxe sur le marché privé.
il n'y a pas de vision par rapport à ça. Il n'y a pas de directive qui est donnée par la région sur combien de logements sociaux. Donc ce sera une évaluation ad hoc avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le développement des zones. On parle toujours que bon, la SLRB est trop lente et trop inefficace, les CISP ne sont pas en mesure de construire des logements sociaux, les communes bloquent les procédures administratives sont trop lentes pour construire des logements sociaux. Ok, mais où sont les réponses? Il faut qu'on puisse s'arrêter à les identifier et à commencer ce grand chantier de logements sociaux. Het regeerakkoord kondigt wel degelijk een systeem van huurbijdrage aan. Dus het is niet dat daar geen inspanningen voor geleverd zullen worden, maar we zien vandaag niet goed hoe dat systeem effectief gaat kunnen werken. Omdat de huurbijdrage die momenteel in het regeerakkoord staat, eigenlijk rekent op de eigenaars die bereid gaan zijn om hun huurprijs te doen zakken tot een referentiehuurprijs, waarbij dat dan in dat geval mensen met een laag inkomen een huurtoelage gaan kunnen krijgen om het verschil te compenseren. Als een eigenaar op een huurmarkt vandaag in Brussel, waar dat je het vraag en aanbod zo speelt dat je een hoge huurprijs kan vragen en dus meer geld kan krijgen, waarom zou een eigenaar dan bereid zijn om die referentiehuurprijs toe te passen? Het systeem dat het platform Logement voorgesteld had, ging over een referentiehuurprijs opgelegd aan alle eigenaars. Een referentiehuurprijs die gebaseerd is op de wijken, op de kwaliteit van de huisvesting. Dus verschillende objectieve criteria die bepalen welke huurprijs gehanteerd wordt. En om in dat geval dan een huurtoelage toe te kennen. Dit systeem vinden we dus duidelijk niet terug. Pour terminer, j'espère que j'ai encore un peu de temps, la mobilité. Quand on lit le chapitre sur la mobilité, ça commence assez bien. Les défis qui sont énoncés sont vraiment bien. Strijd tegen verkeersoverlast, verlaging van de druk van het autoverkeer, verbetering van de levenskwaliteit, verbetering van het leefmilieu. Het openbaar vervoer en de actieve modi die duidelijk naar voren geschoven worden als belangrijkste prioriteiten. Projecten als een fietsnetwerk met waar mogelijk gescheiden fietspaden. Verhoging van bus, tram, metroverbindingen. Metro die ook duidelijk naar voren geschoven wordt. En ook de regering die duidelijk zegt van wij gaan niet wachten op de realisatie van het Gen. Wij willen nu al een hogere bediening van de treinlijnen. Mais bon, vu la coalition qui se fait maintenant au niveau fédéral, on verra jusqu'à quel point la région bruxelloise va arriver à demander à la SNCB et au niveau fédéral de commencer à mettre le RER, le service RER en place, de ne pas attendre les infrastructures. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, la région se montre assez volontariste à ce niveau. Pardon? Oui, donc le RER qui on n'attend pas le RER, mais on met en place le réseau express bruxellois où on augmente les services par heure, aussi bien dans les week-ends que de piqûre, les heures de pointe. Donc des ambitions assez beaux, mais si on regarde plus loin, plus en détail, je ne vois pas comment on va arriver aux objectifs IRIS 2 qui n'est pas mis explicitement dans l'accord gouvernemental, mais on fait référence à IRIS 2 et donc ça veut dire le moins 20% de déplacements automobiles. Avant les élections, on a eu un débat avec plusieurs politiques par rapport au péage urbain, parce que plusieurs partis politiques sont vraiment convaincus qu'il faut revoir le système fiscal automobile en Belgique et à Bruxelles, parce que notre système fiscal est fait pour encourager les gens à prendre leur voiture et à utiliser leur voiture. Et différentes études et bureaux d'études de mobilité disent que les moins 20% de déplacements automobiles, on n'y arrivera que en installant un péage urbain. L'accord gouvernement prend distance très clairement d'un système de péage urbain.
c'est dommage, je peux le comprendre effectivement dans le contexte institutionnel dans lequel on se trouve, avec une concurrence avec les régions, mais quand même une tarification des déplacements automobiles nous paraît primordiale et logique aussi quand on voit l'impact et le coût sur la société de ces déplacements et de la congestion à Bruxelles aujourd'hui. C'est assez logique que les gens qui se déplacent en voiture payent ce coût. Alors, pour d'autres choses, dans la mobilité, on voit quelques contradictions, par exemple au niveau de la capacité routière. L'accord gouvernemental dit qu'il faut qu'on travaille à des stadsboulevards, des boulevards urbains, comme on a déjà commencé avec la décision de démolir le viaduc à Reyers. Et on parle aussi déjà de Herman de Brou, très clairement. Donc, c'est deux mesures claires aux entrées de la ville où on peut diminuer la capacité routière et donc où on peut arriver à une diminution des déplacements automobiles. Mais d'un autre côté, l'accord gouvernemental parle aussi de résoudre certains points noirs où il y a une trop grande congestion et donc de favoriser de verkeersdoorstroming, donc je ne sais pas comment on dit ça, la fluidité du trafic. Mais donc si on ouvre d'un côté un robinet et on le ferme de l'autre côté, je crains que ça ne va pas marcher. Donc il faut plutôt des mesures pareilles partout où on arrive à diminuer la capacité globale routière et où il y aura un effet de verdampingseffect, comme on dit en irlandais, donc que le trafic disparaît parce que les gens sont obligés et vont prendre les alternatives et parce que aussi quand on crée plus de places sur les rues pour les bus et les trams vont rouler beaucoup plus vite et seront une alternative valable pour les déplacements automobiles. Une dernière chose, omdat het ook verband houdt met stadstol, waar de regering wel van spreekt, en dat is volledig nieuw en zal een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit, dat zijn low-emission zones. Of één low-emission zone, denk ik, waar de regering van spreekt. Dus dat is een zeer goede maatregel om de luchtkwaliteit proberen te beperken. Maar we moeten ons niet vergissen, low-emission zones ne sont pas une mesure mobilité, c'est une mesure pour améliorer la qualité d'air, ce qui est absolument nécessaire à Bruxelles, mais ça ne va pas avoir une influence sur le nombre de voitures qui vont circuler, ni le moment où ils vont circuler, et ça ne va pas avoir une influence sur la congestion non plus. Ça va juste avoir un effet que les voitures qui sont les plus polluantes vont être remplacées par des voitures qui sont plus performantes. Ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas une mesure à mobilité. Et quand même, on a besoin d'avoir une région où on puisse circuler de façon beaucoup plus facilement et agréablement en vélo, à pied et en transport public. Merci. Les 3 points de Myriam Gérard, qui est secrétaire régionale de la Confédération des syndicats chrétiens. Merci. Bonjour à tout le monde, goedendag aan iedereen. Il se fait qu'à Bruxelles, il y a en fait 7 accords de gouvernement qui nous concernent d'une manière ou de l'autre. Certains en ont parlé déjà. Leen a parlé de la Vlaamse gemeenschap, moi je parlerai en fait de la déclaration politique régionale. J'évoquerai très brièvement un point qui concerne la communauté française et un point concernant la Vlaamse Gemeenschap Commissie. Mais donc vous imaginez, tout le monde sait ça, qu'une des grandes difficultés à Bruxelles, c'est cette compartimentage, je ne sais plus le terme exact, des décisions et ça demande un personnel politique particulièrement souple et ouvert à la discussion avec d'autres.
Donc je pense qu'on va pouvoir peut-être exporter un jour les performances de nos femmes et hommes politiques ailleurs, pour la boutade. Alors une bonne nouvelle, moi je vais vous parler en fait de trois choses essentiellement. La politique de l'emploi et de formation, ce sera mon premier point, avec une petite incise aussi sur l'articulation avec l'enseignement technique et professionnel. Un deuxième point, je dirais aussi un mot sur les discriminations, les projets sur la discrimination qu'il y a dans la déclaration de politique régionale. Mon deuxième point sera sur la réforme de la fiscalité. Il y a un projet très ambitieux dans la déclaration de politique régionale. Et mon troisième point concernera d'autres niveaux de pouvoir, la communauté française et la VGC essentiellement. Je serai très brève sur ce troisième point, malheureusement. Le temps est court et m'imparti. D'abord, pour la politique de formation et d'emploi, une bonne nouvelle, c'est que c'est un seul ministre qui aura comme compétence dans son portefeuille à la fois l'emploi et la formation. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des différents gouvernements en région bruxelloise. Le ministre Thomas avait également hérité de 2 portefeuilles il y a déjà une dizaine d'années de cela. Et donc, en soi, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une garantie suffisante de bonne transversalité. Encore faut-il qu'au sein des cabinets, il n'y ait pas des murs de Berlin entre les départements, comme ça peut arriver parfois. Mais en tout cas, c'est un élément tout à fait intéressant. Ce qui est tout à fait intéressant et rassurant aussi pour nous, Madame Frémaux nous fait le plaisir d'être ici. Elle a hérité du portefeuille de l'environnement. Vous savez que dans la législature précédente, il y avait un axe fort qui était les alliances emploi-environnement. Et donc nous sommes rassurés du fait qu'il y aura une continuité du travail qui avait été amorcé dans la législature précédente, pour laquelle l'ensemble des acteurs avaient été extrêmement satisfaits. Ça ne se trouve pas très clairement dans la déclaration de politique régionale inscrite comme ça, mais nous avons les assurances que ça va poursuivre. Alors, dans la politique de formation et d'emploi, comme il y a énormément d'éléments là-dedans, et ça peut être très barbant d'énumérer des mesures, je vais me limiter à 3 choses. À 3 choses importantes. La première, c'est la réforme de l'ACS, plus de écosystème. C'est de monstre, ça c'est la première chose dont je vais parler. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est la garantie jeune, donc les mesures pour l'emploi des jeunes. Et la troisième mesure, c'est ce qui concerne l'articulation emploi, formation, enseignement. Alors d'abord, le monstre du Loch Ness, les ACS, parce que je pense que tous les gouvernements, depuis longtemps, rêvent d'initier une réforme. Ça demande un courage politique énorme. L'avantage ici, c'est que le gouvernement est un tout petit peu plus acculé que les précédents, parce qu'avec la 6e réforme de l'État, ça change la donne du point de vue du calcul budgétaire, du calcul financier pour la région. Donc la région va hériter d'un paquet d'argent qu'elle va pouvoir gérer avec plus de liberté. Alors, quel était l'avantage du système? C'est que du point de vue budgétaire, si on voit ce que la mesure coûte par emploi créé, donc c'est d'abord, excusez-moi, c'est 6 000 emplois à temps plein, équivalent temps plein en région bruxelloise. Dus 6.000 mensen die zo een werk hebben. L'équivalent, ça couvre plus ou moins 7 000 personnes si on voit les temps partiels. Donc c'est énorme, c'est une quantité d'emplois gigantesque. Et du point de vue budgétaire, ça coûte moins cher par emploi de créer des postes ACS, ou en tout cas pas plus cher, que ce que l'hypothétique gouvernement suédois nous annonce. Des calculs ont été faits. Si on réduit les cotisations sociales, ça peut avoir des effets positifs. Je ne critique pas nécessairement l'ensemble de l'objectif, mais tout égal par ailleurs, cela pourrait coûter, en termes de création d'emplois, l'équivalent de 70 000 euros. Or, on sait bien que quand on réduit les cotisations sociales, l'impact sur les créations d'emplois n'est pas du tout mécanique. On n'en est pas sûr. Ça peut être vrai dans certains secteurs, et dans d'autres secteurs, ça va simplement permettre d'augmenter les dividendes, etc. Donc ça dépend vraiment de la structure de l'entreprise. Ici, dans la politique de l'ACS, l'avantage, c'est que l'autorité publique sait qu'avec cet argent-là, elle va créer autant d'emplois. Ça, c'est pour la partie budgétaire. Mais ici, le gouvernement bruxellois va pouvoir gérer les choses autrement. Du point de vue de la politique de l'emploi, l'objectif des ACS était d'offrir des emplois à des personnes peu qualifiées. Et les politiques sectorielles
qui pouvaient bénéficier de ces ACS. L'avantage pour elles, c'est que c'était des emplois quasi gratuits. Le désavantage, c'est qu'elles n'avaient pas, dans le choix de recrutement, les choix pourraient parfois être très 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 difficiles. Ce sont des dossiers qui passent au comité de gestion de l'ENEM, et par exemple dans une structure, il ne suffit pas d'embaucher des gens faiblement qualifiés, il faut aussi un coordinateur, mais il faut aussi un directeur. Et comme il n'y a pas d'argent dans ces secteurs-là, on essaye aussi d'avoir des ACS pour les directions. Et donc au comité de gestion d'Acteris, nous fermons les yeux quand il y a une demande d'avoir accès à un ACS pour un diplôme plus élevé, parce que sinon les structures ne peuvent pas fonctionner. Et voilà, le pouvoir politique, c'est très très bien ça. Donc pour l'instant, on ruse un petit peu avec ce qui était l'objectif des ACS, c'est pas très satisfaisant. Et du point de vue des politiques sectorielles, ce n'est sûrement pas la meilleure politique, il y a énormément d'effets pervers. Je vous donne un exemple. Nous avons en région bruxelloise un dispositif qui est beaucoup trop peu connu, c'est les maisons de l'enfant qui est une ASBL arrimée à Actiris. Que fait cette maison de l'enfant? Elle accueille des enfants de personnes qui viennent de trouver un travail, des enfants de personnes qui étaient initialement au chômage, ou bien qui entrent en formation. Il faut très vite trouver un endroit où on puisse amener son enfant, et ces enfants ne restent pas longtemps. Ce sont des enfants qui viennent de milieux davantage précarisés que dans les autres crèches bruxelloises, et ça demande un savoir-faire tout à fait particulier et un personnel de grande qualité et qui a déjà de l'expérience. Or, financement ACS oblige, ça pose des tas de problèmes. Donc, on peut énumérer, je pense que notre secteur culturel pourrait aussi peut-être nous dire les effets pervers. On peut faire mieux, on a intérêt à faire mieux. Là où, que dit la déclaration de politique régionale, elle nous dit, nous allons faire une analyse globale et nous nous engageons à ce qu'elle soit faite pour début 2015. Heureusement, Madame Frémaux avait déjà fait une partie du travail puisqu'une étude avait déjà été commanditée par elle sur les ACS non communaux. Et c'est une étude que vous pouvez, à laquelle vous avez accès sur le site du Parlement. Ici, évidemment, on va s'attaquer aux ACS, je vous laisse deviner, des communes. C'est là qu'il y a un paquet énorme d'ACS, et c'est là que politiquement c'est très sensible, et aller faire de la transparence là-dessus, aller mettre le projecteur là-dessus, ça va demander beaucoup de courage politique, et aussi de l'intelligence pour bien interpréter les chiffres. Il est logique qu'il y en ait plus dans les communes plus pauvres que dans les communes plus riches, donc il faudra aussi avoir de l'intelligence dans la manière de comparer les chiffres, et espoir que la presse utilisera bien pas trop mal les résultats. Mais en tout cas, ce sera un progrès pour le débat démocratique de disposer d'une étude large. Ça va être la première étape que le gouvernement s'est fixée. La deuxième étape, et c'est celle-là ce qui nous insatisfait le plus, c'est la manière dont la déclaration de politique régionale mentionne ces orientations. Ces orientations nous paraissent pour le moins pas claires. C'est comme si on voulait ménager la chèvre et le chou, mais je suppose que la rédaction du texte n'a pas dû être facile à négocier. Par exemple, pour la politique sectorielle, on dit qu'il faudrait orienter davantage des publics vers les lieux qui en ont le plus besoin. Et on cite comme exemple le secteur de la petite enfance. Ok, personne ne peut être contre ça. Mais on dit en même temps, il faudrait faire un glissement vers la politique d'activation des chômeurs. Donc, on a l'impression que c'est normal que le texte ne puisse pas déjà proposer, enfin, à mon avis, quelque chose de tout à fait ficelé, mais on sent bien qu'il y a des tensions qui n'ont pas été résolues au sein des négociateurs, et donc on ménage un peu la chèvre et le chou. Mais ce que nous craignons, c'est que tout le glissement se fasse vers la politique d'activation. On sait qu'il manque de personnel à Actiris par rapport à la Flandre et à la Wallonie, mais en même temps, on a un système pour s'attaquer au problème du chômage complexe, avec plein d'acteurs qui jouent des rôles différents dans tout le parcours des demandeurs d'emploi. Et si l'orientation, c'est à terme tout mettre dans Actiris, pour l'accompagnement des chômeurs, je ne pense pas que ce soit la meilleure voie. Qu'en serait-il des politiques sectorielles? Je pense à la culture, je pense à tout ce qui est cohésion sociale, qui s'effondrerait dans ce cas-là. On nous a dit, par les bruits de couloir, qu'en fait l'objectif du gouvernement, c'est y aller avec beaucoup de prudence. Il faudra qu'en tout cas les 6 000 ACS existants
ne commencent pas à paniquer parce qu'on leur donnerait des messages pas clairs. Donc ça va être un dossier extrêmement sensible sur lequel nous, en tout cas les syndicats, on va être extrêmement attentifs. Le Conseil économique et social entame déjà des travaux à ce moment-là. On a une première réunion des groupes de Sherpa le 18 septembre. Donc c'est un dossier sur lequel on va bouger et trouver une méthode de travail pour entendre toutes les parties. Alors, le risque aussi pour les ACS, et j'en termine avec ça, le risque si tout est trop déplacé vers la politique de l'emploi exclusivement, c'est la tentation à ce moment-là pour le gouvernement et celui qui est responsable de la politique de l'emploi. La grande tentation, c'est de faire du chiffre et de faire du statut ACS qui pour l'instant est un bon statut, un statut flexible où on ferait tourner par exemple des gens pour montrer qu'en fait on s'occupe de tous les chômeurs, qu'on leur laisse tous une chance, mais ce serait probablement pas la meilleure chose à faire. Voilà pour les ACS, gros dossier et flou pour l'instant sur le texte de la déclaration de politique régionale. Il me reste... Oui, mais je vais être plus bref sur les autres points. Alors, sur la garantie jeune, qu'est-ce que c'est que la garantie jeune? La presse en a beaucoup parlé. En soi, c'est un principe assez génial. C'est grâce à la pression des jeunes syndicalistes au sein de la Confédération européenne des syndicats que ce concept a émergé et que l'Union européenne a repris le concept. L'idée est la suivante, c'est qu'on inverse la preuve de la charge de la responsabilité. Jusqu'à présent, dans l'activation des chômeurs, on dit aux jeunes, bougez-vous, montrez-nous que vous cherchez, montrez-nous la quantité de CV que vous avez envoyés, les réponses que vous avez reçues, etc. Ici, l'accent est inversé et on dit, pouvoir public, il est de votre responsabilité d'offrir aux jeunes soit un emploi, soit un stage, soit une formation. Et l'Union européenne attire aussi l'attention sur ce que les Anglais appellent par un horrible anacronyme les NEET. Ce sont les jeunes, N-E-E-T, ce sont les jeunes qu'on ne trouve ni à l'emploi, ni à l'école, ni dans une formation qu'on ne trouve nulle part. Et donc, nous sommes heureux du fait que les mesures garanties jeunes qui avaient été initiées déjà dans le gouvernement précédent vont être confortées, ne vont pas dépendre uniquement d'un financement hypothétique du Fonds social européen. Ça, c'est excellent, c'est une excellente chose. Par contre, là où nous sommes moins satisfaits, c'est que par exemple, pour ces jeunes NEET, on ne voit pas de mesures bien concrètes, on ne voit pas une reconnaissance claire du travail fait par plein d'associations qui font un travail extraordinaire, mais parfois trop peu connu, qui vont dans la rue chercher des jeunes et qui leur proposent des choses qui les font bouger très rapidement et qui obtiennent des miracles parfois avec ces jeunes-là. Deuxième critique, c'est qu'on nous annonce aussi dans la déclaration de politique régionale, et M. Gossuin l'a aussi déclaré à Radio Première, à Matin Première, c'est qu'en fait, le gouvernement, et il a tout à fait raison là-dessus dans sa volonté, c'est de mettre à plat toutes les mesures qui existent et sur lesquelles il faudra faire un tri. Excellent. La CEC demande cela depuis des années. Il y a trop de mesures, on ne sait plus les évaluer. Le problème, c'est que dans la déclaration de politique régionale, il y a déjà une nouvelle mesure. Avant même qu'on ait évalué l'ensemble des mesures existantes, c'est ce fameux contrat d'insertion, avec la grande fierté de dire qu'on fait un contrat, on ne fait pas un stage, mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord évaluer l'existant, négocier avec les interlocuteurs sociaux, et alors, dans un temps, et par la suite seulement définir un dispositif. Sur l'articulation emploi-formation-enseignement, là en fait, la déclaration de politique régionale fait grand cas de ce problème-là, propose un nouveau dispositif régional, mais malheureusement fait peu de place à ce qui est déjà décidé et ficelé, écoulé dans un décret à la communauté française. C'est la création d'un bassin d'emploi, formation, enseignement, qui est... Donc toute cette question de l'articulation avec l'enseignement technique et professionnel et tous les réseaux est fondamentale, parce qu'en fait, il y a des sections pour l'instant en technique ou professionnelle qui ne servent à rien, on sait que ça ne mène pas à l'emploi. Et donc c'est confronter tous ces regards-là qui est important. Or, vous savez que les réseaux de l'enseignement, les faire bouger, c'est vraiment des paquebots.
Et ici, un travail long a été fait avec eux et ils sont prêts à bouger, à s'investir dans le dispositif de la communauté française. Et on en annonce un nouveau à la région. Ça va être un travail, on l'espère, dans le bon ordre, qui permettra d'être la bonne voie. Sur les discriminations, je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup. Heureusement, le gouvernement déclare accorder une grande importance. Donc vous avez une page entière qui est consacrée à différentes pistes pour lutter contre les discriminations, tant c'est endémique comme problème dans notre région. Et un bémol sur l'économie, c'est qu'il y a très peu de choses sur l'économie sociale, alors qu'elle est sous-développée en région bruxelloise. Là, on aurait attendu quelque chose de plus clair. Deuxième point, réforme fiscale. Il me reste combien de minutes? C'est déjà dépassé, donc ça va. C'est déjà dépassé. Ah là là. Donc, sur la réforme fiscale, il y a un projet très très ambitieux qui est sur la table, avec beaucoup de leviers sur lesquels la région veut jouer. Moi, je vais juste vous en parler d'un, pour lequel nous sommes très heureux, parce que c'était une demande de la CSC et de la LGTB dans une déclaration commune que nous avions faite. C'est opérer un glissement de la fiscalité sur le travail vers la fiscalité immobilière. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, on verra s'il y a des questions là-dessus, je pourrais vous expliquer un tout petit peu plus techniquement le détail. J'en viens maintenant à mon troisième point, sur la déclaration de politique communautaire, la VIC et même une assise sur la COCOM. Sur la déclaration de politique communautaire, il y a eu une grosse déclaration, plus de 100 pages. Nous, à la CSC, et pas nous seulement, en fait, au Conseil économique et social aussi, on a embrayé dans ce sens-là, on n'arrête pas de dire, si on veut faire une politique logique, et en plus tenir compte du boom démographique en région bruxelloise et des enjeux sociaux et de pauvreté qu'a évoqué Anne, et le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est dès le plus jeune âge. Commencer le plus tôt, donner le plus de chances dès le plus jeune âge. Les enfants, vous savez bien combien les petits-enfants sont perméables et absorbent tellement rapidement tout ce qu'on leur offre. Donc l'investissement dans l'enseignement maternel et l'enseignement fondamental, c'est ce qu'on peut faire de mieux si on veut vraiment lutter contre la segmentation sociale dans cette ville. C'est aussi, en termes budgétaires, c'est ce que le CDE montre dans des études, c'est le meilleur investissement budgétaire qu'on puisse faire. Or, dans la déclaration de politique communautaire, c'est extrêmement mou. Il n'y a même pas une page consacrée à cette priorité-là. Il y a des mesures un peu plic-ploc, il y a une demi-page sur l'enseignement fondamental. Pour nous, ça c'était vraiment une grosse déception, même si on applaudit au concept d'école d'excellence, pour peu que ce soit pour tout le monde, évidemment. Et donc pour ça, il faut commencer par le début. Sur la VGC, over de Vlaamse Gemeenschapscommissie, daar alleen maar één punt die ik wil op de tafel leggen. Dat is wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie juist over kinderopvang zegt. En haar ambitie is om de kinderopvang aan te bieden aan 15% van Brusselse kinderen. Ik wil het alleen hebben over die cijfer van 15%. En dus het is een toepassing van een decreet van de Brusselnorm, maar 15% schijnt heel weinig te zijn wanneer men weet dat 20% van de kinderen in de lager onderwijs, 20% van de Brusselse kinderen zijn in lager onderwijs, zou dat niet logisch zijn om die ook in het Nederlands voor te bereiden in kinderopvang. Maar dus, dat is ook een touchy politieke kwestie, omdat er andere zaken ook gevoelig zijn voor de Nederlandstalige Brusselaar. En ook bijzonder voor de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse gemeenschapscommissie. Voilà. Sur la COCOM, juste un mot. Attirer l'attention sur l'assurance autonomie qui figure. Et j'en finis. J'ai fini, monsieur. J'ai fini. J'ai fini et je vous remercie pour votre attention. Et excusez-moi d'avoir débordé de mon temps. Olivier Wille, c'est le directeur général de Bessie, qui est la chambre de commerce et des entrepreneurs bruxellois. Termine par l'économique. On va essayer de terminer par l'économique. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de commencer par l'économique et réaffirmer la nécessité d'assurer le développement économique et nous nous en réjouissons. D'une manière générale, nous nous réjouissons aussi du fait que cet accord est nettement plus favorable que l'accord de la majorité précédente. C'est en tout cas pour nous
un motif de réjouissance. La première chose, c'est que je voudrais quand même rappeler que la santé des entreprises, de manière générale, à Bruxelles, est assez bizarre parce que j'ai tendance à dire qu'elle est bon et pas bon. Elle n'est pas bon parce que les entreprises très nombreuses deviennent de plus en plus fragiles et donc on voit le taux de faillite continuer d'augmenter, en partie expliqué par l'augmentation du nombre d'entreprises. Donc on a donc effectivement une forme de relance et en même temps une forme de réduction et de vulnérabilité des entreprises. Alors, un petit mot peut-être sur la discrimination parce que je voudrais clarifier les choses. Ça me semble assez inquiétant de temps en temps d'entendre ce que j'entends. Ça n'a pas été repris comme tel, notamment sur la question de la discrimination, en disant que les employeurs, par nature, je pense qu'ils doivent se réveiller le matin, préfèrent engager des néerlandophones. Alors, on a toutes des études qui existent, universitaires parfois, je m'en étonne, qui nous disent gentiment, à diplôme égal, les entreprises préfèrent engager un flamand. C'est là, c'est ça. Le problème, c'est que il faut bien attendre la première condition, à diplôme égal de l'enseignement secondaire. Quand vous comparez employés de bureau, que ce soit aujourd'hui à Gand, ou à Bruges, ou à Louvain, vous avez des PISA, pour être très clair, de l'ordre de 485-500 points de base. PISA. Du côté francophone, les écoles qui ne sont pas situées très loin d'ici ont des PISA de 235. C'est-à-dire qu'à 15 ans, ils ont le niveau d'une fin de première primaire flamande. Quand à 18 ans, ils viennent en disant « j'ai un diplôme », alors, je veux juste vous démontrer ça, parce que ça pourrait être un discours patronal classique. Dat is eigenlijk geen probleem daarmee. Maar, wat hebben we gedaan? À Bruxelles Formation, on vient d'augmenter la durée des cours de français pour ceux, les francophones, qui sortent de 12 ans d'écoles primaires et secondaires francophones, pour leur permettre de suivre les cours de technique que va donner Bruxelles Formation. Alors, tout à l'heure, Myriam Zara l'a très bien dit, former un enfant, ça va vite. Il a une capacité d'apprendre et de retenir qui est assez phénoménale. Former un adulte de 25 ans qui n'a pas forcément réussi son parcours scolaire, c'est juste impayable. Et je crois qu'il faut le dire et l'affirmer très fort. L'autre côté, moi j'ai fait, avant les élections, j'ai fait quasiment 270 interviews face à face avec des patrons d'entreprise. Je n'ai pas réussi à parler avec eux d'autre chose que de difficulté de recruter. Comment est-ce que c'était impossible de trouver de la main-d'œuvre disponible aujourd'hui sur le marché? Et j'entends bien, et on a raison, on a un chômage, je ne dis pas le contraire. Simplement, c'est intéressant pour essayer de trouver une solution, d'écouter les deux points de vue. C'est ce que je fais. La deuxième chose, c'était la mobilité. Alors là, aujourd'hui, j'entends certains qui font appel au patriotisme. Si on ne règle pas les problèmes de mobilité à Bruxelles, et je n'ai pas dit que c'était la faute du gouvernement bruxellois ou de qui que ce soit, je dis simplement qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait, ça a surpris d'ailleurs, on est plutôt pour une forme de péage, plutôt taxation intelligente. Personne ne peut être contre une taxation intelligente. J'adore l'idée parce que le mot est clé. Péage urbain, c'est dur. On a l'impression de revenir un peu au Moyen-Âge. Tandis que taxation intelligente. Et il y a une nuance entre les deux, c'est-à-dire que le péage urbain nous ennuie parce qu'il y a des limites. Et donc il y a une frontière au-delà duquel il faut payer et pas. Tandis que si vous faites ça à l'intérieur du ring, ça ne changera rien. Vous aurez toujours votre ring qui sera sursaturé. Donc il faut faire en sorte que, en fonction de l'utilisation de son véhicule et peut-être en fonction des heures, on tarifie de telle manière à régler les flux et effectivement de faire contribuer ceux qui ont décidé d'aller à Bruxelles en voiture. Voilà. Et je regrette aussi que... Ja, het is rekening rijden, dus slimme kilometer. On a traduit ça op een vreemde manier naar Franstalige kant, maar oké. Je regrette que certains ont dit jamais. Je pense que ça a été peut-être un peu maladroit de la part de certains, mais préparé la fois passée. Mais je pense qu'il est indispensable de remettre ce dossier sur la... parce que sinon, on n'améliorera pas les choses de manière durable. C'est donc une condition nécessaire. Alors qu'est-ce que nous demandons, évidemment, et c'était mis en partie d'ailleurs une réduction des charges, que ce soit sur les habitants ou que ce soit sur les entreprises, mais il va falloir malheureusement plus que ça. Le deuxième volet que je voulais aborder avec vous is eigenlijk de tewerkstelling. En ik ga het nu over de GECO spreken, Myriam heeft dat genoeg op een coördinate manier gedaan. Je voulais juste vous parler de la garantie jeune.
dat is nog een vreemde dossier geweest. Évidemment, on peut se réjouir qu'on offre une garantie aux jeunes, etc., etc. Il faut juste voir un peu la manière dont ça se pratique aujourd'hui. Donc, on va demander rapidement que ça se corrige, parce que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, les entreprises sont un petit peu énervées. Pourquoi? Parce que quand on dit, tiens, on voudrait quelqu'un en stage chez nous qui ait tel ou tel type de profil, wat is eigenlijk het antwoord van Actiris? No way, mag eigenlijk geen profielen doorsturen. C'est un droit aux jeunes, donc on vous envoie le premier qui arrive. En dan komen die jonge man binnen en zeggen, ah, j'ai droit à un emploi chez vous. Ok, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, on va peut-être repositionner un peu le débat. Et donc, attention sur les modalités de mise en œuvre. C'est une chose, j'ai parlé de l'enseignement. En ce qui concerne la gouvernance, we zijn natuurlijk heel tevreden voor de rol van de sociale partner. On est évidemment très réjouis aussi de la rationalisation des organismes que la région a créés en matière très nombreuse. Ce qui nous fait très par contre peur, c'est les fusions publiques. Déjà, les fusions privées, het is niet altijd eenvoudig. Van de publieke kant, il faut harmoniser les rémunérations, les bazars, les machins, ça prend un temps fou et en général, ça n'est pas dit que ça coûtera moins cher. On l'a vu dans la fusion des communes, dans le passé, c'est pas forcément une réduction de coûts, parfois ça rend les choses encore plus compliquées. Ce qui nous inquiète encore plus, c'est les coupoles. C'est-à-dire que comme on n'ose pas fusionner, on fait des coupoles de dialogue, de concertation et qui rajoutent une couche. Alors si les coupoles marchent, c'est très bien, quand les coupoles ne marchent pas, ça paralyse beaucoup de choses. Alors nous, ce qu'on demande évidemment, c'est quoi? C'est qu'on fixe assez rapidement les indicateurs de performance et qu'on clarifie les choses. Ce qui manque dans l'accord de gouvernement, c'est très clairement enfin le rôle avec les deux autres régions, comment on va s'articuler le dialogue avec les autres. De lijn heeft duidelijk een visie over Brussel en de pendelaars, dat is duidelijk. Aan de Franstalige kant, avec Myriam Gérard, on a écouté nos amis de TEC qui nous disaient au mois de septembre qu'ils ne savaient pas si en janvier il y aura encore les lignes de bus, parce que ça dépendait d'un gouvernement et qu'ils n'avaient pas le choix. Quand une société de transport n'a pas une vision à 6 mois de ce qu'ils vont faire par rapport au premier bassin d'emploi du pays, on est assez inquiet. En ik zeg het opnieuw, Vlaanderen heeft duidelijk een andere aanpak daaromtrent. Enfin, je voudrais terminer, om de termijn te respecteren van iedereen en te zorgen dat er toch een beetje ruimte is voor discussie tussen ons. C'est, moi j'entends beaucoup d'inquiétudes sur des majorités différentes au fédéral et régional. Un peu comme, c'est pas le même ministre qui a le même portefeuille, ça va mieux parce qu'il va avoir les mêmes compétences, vous savez pas se disputer avec lui-même. In het verleden, wat hebben we eigenlijk gezien? Bijna niks, hè. C'est pas toujours facile pour convaincre ses autres collègues qu'on peut faire des politiques entre ces deux matières. Je pourrais les citer, mais elles sont assez nombreuses. Ce qui nous réjouit, nous, par contre, c'est peut-être qu'elles ne soient pas les mêmes, à contrario. Parce que chacun va devoir assumer ses responsabilités. Alors, je n'ai pas dit que ça faisait plaisir aux politiques, évidemment. Et il faudra faire attention que les politiques ne mettent pas toujours, un peu comme les Français, chaque fois qu'on prend une bonne mesure, c'est la faute à l'Europe. Hein, comme ça, bon. S'il y a moyen d'avoir un petit pacte pour ne pas se renvoyer la patate, ça ne marchera pas. Hein. Mais peut-être que des majorités différentes, ça peut marcher. Et peut-être même mieux que des majorités qui soient absolument les mêmes. En tout cas, on verra. Bedankt. Bedankt. Merci à Olivier Willox d'avoir dégagé quelques minutes pour le débat. J'étais pas sûr qu'on aurait pu l'avoir. Donc on l'a. Donc, mais pas long. Hein. Donc il se continuera à la pause café. J'espère que vous accepterez, si vous voulez manger ce midi, dans de bonnes conditions, qu'on n'accumule pas des retards qui nous obligeront à ne pas faire la sieste. Donc, je prends une ou deux interventions et pour... se dire que on va maintenant augmenter les axes sur le diesel, ce qui est évident pour des raisons de santé publique. Mais pourquoi ne réduit-on pas la déductibilité fiscale des kilomètres que l'on fait pour venir de la province vers le centre tous les jours? Ça a été introduit par M. Bedonia pour répondre au blocage des salaires, qui a disparu entre-temps. Mais maintenant, dans les 7 millions de voitures en Belgique,
une majorité sont des voitures de société, pourquoi maintient-on cela qui est non seulement mauvais pour l'économie, mauvais pour le paysage et mauvais pour la région bruxelloise? Voilà. Ici, deuxième intervention. Ja, ik had een vraag voor de dame van de bouw. Voor de welke? Ah, de welke. Schemaker. Ja, het ging over, u heeft gesproken over sociale woningen en u heeft ook in het algemeen over het woningbeleid in Brussels gesproken over het gebrek aan visie en het gebrek aan visie en het gebrek aan visie zodat woningbeleid. En u had gesuggereerd, en ik veronderstel dat er ook van de twee linkse partijen, tenminste Groen was, een suggestie van Groen was van het omkadering van de huurprijzen. Ik denk niet dat dat eigenlijk een haalbare kaart is en dat dat economisch misschien ook niet zo gunstig is. Wat ik wel denk, is dat er een inventarisatie zou moeten plaatsvinden van het woningpark in Brussel. Il faudrait inventariser donc le parc immobilier à Bruxelles et surtout l'inventariser du point de vue énergétique, à savoir quels sont les logements qui sont mal ou pas du tout isolés. Et il faudrait en fait, on pourrait faire un encadrement, mais un encadrement qui serait limité aux logements mal isolés. C'est-à-dire les propriétaires qui n'investissent pas dans l'isolement de leur logement. Vous n'isolez pas, à ce moment-là, on va vous imposer un loyer très modéré. Et donc ça incitera un certain nombre de propriétaires de faire une isolation, de pouvoir introduire leurs biens sur un marché qui ne sera pas régulé, et les autres, ils seront obligés de garder un logement à un niveau très bas. On s'arrête là. Oui, encore une question, puis on fait réagir à la tribune. Les petites communes bruxelloises manquent drôlement d'argent étant donné que les services qu'ils assurent sont les mêmes que les grandes. Ne faudrait-il pas commencer à penser à regrouper les communes pour faire des paquets, des zones plus importantes qui ont donc une vie économique un peu plus facile? C'était le premier point. Le deuxième, et là je suis tout à fait d'accord avec un des intervenants, les écoles flamandes, c'est pour avoir des petits-enfants, par moitié pratiquement une école francophone et une école flamande, avec les parents soient francophones, eh bien, il y a un monde de différences quant à la connaissance des langues, par exemple. Les flamands étant bien sûr de loin une polyglotte que les francophones. Merci. On va s'arrêter là. Donc maintenant, on va repasser la parole à la tribune dans l'ordre inverse. Ça tombe bien puisqu'il y a une question spécifique. Mais on ne veut pas des frontières, on veut simplement que ce soit calculé en fonction du kilomètre et que ce soit l'utilisateur qui soit payant et pas avec des autres frontières avec délimité. C'est juste pour que nous, on est 100% d'accord sur la question, mais nous pensons que c'est un choix individuel. Donc, sur les voitures de société, je pense qu'on est assez d'accord. C'est un système complètement absurde, n'a pas de sens. Il y en a qui vont faire leurs courses avec la voiture de société samedi en France pour acheter du vin. Ah oui, c'est une situation complètement absurde, tant pour l'employeur d'ailleurs. La seule chose que nous demandons, c'est que ça se situe au niveau de l'individu. C'est-à-dire que, on le voit de plus en plus, celui qui doit payer, ce n'est pas l'employeur, parce que sinon ça ne va rien changer. Au plus vous allez être loin, au plus vous avez un avantage. C'est un peu le système aujourd'hui. Donc il faut que ce soit bien impacté sur la personne qui fait son choix. Il vient en train, il paye moins cher, il vient pas en train, il prend sa voiture, il paye plus cher. Point. C'est un choix individuel. Et nous sommes... Dernier point pour faire le lien avec le logement. Nous avons demandé, et c'est en bonne piste aujourd'hui, d'avoir la possibilité que quelqu'un puisse renoncer, c'est notamment pour la génération Y, renoncer à une voiture, et que l'employeur puisse choisir une rémunération aussi favorable que la voiture en allocation de logement. Parce que si la voiture est fondamentale, le logement peut être aussi en fait. C'est juste une question d'hierarchie de valeur. Peut-être, parce que c'est juste une hypothèse. Et donc je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir une réflexion, c'est de dire en tout cas qu'on ne renonce pas forcément, je ne suis pas contre les voitures de société, je dis simplement qu'un choix rationnel. 4% des gens renoncent à la voiture de société, on sait que ça ferait probablement 25 à 30% d'embouteillage en moins. On est bien dans le marginal, parce que plein de gens qui disent que ça ne changerait pas. Vous avez 2 voitures de société par ménage,
en habitant le centre de Bruxelles, ça n'a aucun sens. C'est le sens de modalité de déplacement. Tant que tu volet quoi d'autre, il faut vraiment faire attention à la politique de logement parce que, allez, on finit par comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire faire du logement social? Ça veut dire, un, subsidier du logement à construire. Deux, c'est des interventions de logement. Trois, en fonction des règles de priorité, c'est évidemment les familles monoparentales avec 4 enfants qui sont prioritaires et donc avec intervention du CPS. Et quand vous regardez sur une période de 10 ans ou bien par poste, c'est très cher. Et en plus, vous renoncez à de l'IPP. Avec la responsabilité des régions, vous tenez, vous devez de tout se montrer. Je peux réagir? Voilà. Oui, ça peut. Mais il faut surtout aussi donner des priorités parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent public qui est investi dans le Hélène, logement. viens au micro. Il y a de l'argent public qui va dans le logement, mais si on regarde la priorité aujourd'hui, c'est plutôt dans le logement pour des classes moyennes. Ça a encore moins de sens, à mon avis, que de subsidier des logements pour des gens qui finalement ont quand même encore des moyens pour se payer un logement qui est sain. Et qu'il y a 40 000 personnes et familles sur des listes d'attente pour des logements sociaux qui vivent dans des conditions insupportables. Donc, et tout ça pèse sur notre région. Mais pour répondre à votre question, donc le système qu'on a réfléchi ensemble avec le RBDH, donc le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, la CSC, le MOC et d'autres acteurs, équipe populaire, etc., était de prévoir un encadrement des loyers, effectivement, d'avoir une référence loyer, mais qui dépend justement de la qualité de l'habitat. Donc c'est donc faire un inventaire de tous les logements, regarder les performances énergétiques et autres, et faire en fonction de ça un référence loyer. Et donc effectivement, les propriétaires qui ne soignent pas leur logement et dont leur logement est en mauvais état sont pénalisés plus que... sont pénalisés, quoi. Oui, on va réglementer uniquement le fond. On continuera la discussion autour du café, sinon on en finira plus. On continue sur le... Oui, tu peux terminer si tu veux. Oui, mais donc pour nous, c'est pas uniquement l'objectif n'est pas uniquement d'assainir le parc du logement, mais et encore plus de contrer la flambée des loyers. Donc, qui est aujourd'hui le cas, les loyers sont beaucoup trop élevés par rapport à l'état des logements, et donc c'est là-dessus qu'on devrait agir. Je vous jure d'être brève. Sur les pouvoirs, la question concernant les finances communales et le principe de solidarité entre les communes, en fait, dans la déclaration de politique régionale, il y a certaines pistes qui sont évoquées pour aller dans ce sens-là. Il y a notamment un nouveau dispositif qui s'appelle Intervention financière Nouvelle Solidarité, qui essaie de contractualiser les relations avec les communes. Ça, c'est une piste. Autre chose qui change et qui va, à mon avis, structurer probablement les relations entre les régions et les communes autrement, c'est que depuis 2013, dans le cadre de réglementation européenne, la région est devenue co-responsable du déficit de leur commune. Donc ça va aussi changer la donne et obliger le gouvernement à être inventif et créatif et trouver des bons accords avec les communes. Et donc il y a aussi le renforcement du soutien financier et des mécanismes de solidarité qui est inscrit dans la déclaration de politique régionale. Merci. Alors, Léne passe son tour. Le mot de la fin pour Jean-Faniel. Mais je dirais, après les exemples qu'on a entendus, on voit bien à quel point les choses sont imbriquées au niveau de Bruxelles. Alors, évidemment, je n'indique pas ici quelque chose qui est nouveau, mais on a eu des exemples plus concrets avec, par exemple, la question de la mobilité. Là, on voit bien que c'est à la fois une question interne et une question externe. Si on décide de ne pas faire payer les automobilistes financièrement, mais que par contre on crée par exemple des boulevards urbains ou d'autres ouvrages qui font que ceux qui ne veulent pas payer, ils vont le payer parce qu'ils ne pourront plus circuler,
eh bien, on voit bien que si on veut faire cela au niveau bruxellois, il faut pour cela que l'offre alternative suive. Or, l'offre alternative, elle dépend de Bruxelles, au niveau de la STIB, mais elle dépend aussi, effectivement, de l'autorité fédérale avec la SNCB. Et donc, on voit bien que Bruxelles est plus que jamais, et sans doute sera encore plus à l'avenir, cette espèce de laboratoire du fédéralisme belge. Si on se met ensemble, on peut faire fonctionner certaines choses. Si on décide de créer des blocages, les blocages peuvent être très nombreux. Alors, évidemment, à partir de là, il y a deux possibilités. Soit on se dit, il n'y a pas grand-chose à faire, ou bien on va se replier sur son précaré. Soit on se dit, il y a beaucoup de boulot, il faut s'y mettre et prendre les choses sous beaucoup d'angles différents pour parvenir à les franchir. Voilà, merci à tout le monde. On a un quart d'heure pour prendre le café et après la journée continue. Sachant que c'est assez différent.